Merci de prendre le rendez-vous de votre émission dominicale Week-Echo. Bonjour et bienvenue à tous. C'est une révolution censée alléger les souffrances des étudiants des universités nationales. Elle a été déployée il y a quelques jours pour permettre à ces derniers de poursuivre les cours depuis leur maison grâce à leur ordinateur ou leur smartphone. C'est le e-learning, une réforme de digitalisation qui fait la fierté de l'enseignement supérieur, mais qui ne reçoit pas l'assentiment de tous les acteurs du monde universitaire, notamment des étudiants concernés. On va voir les contours de la mise en œuvre de cette réforme et les goulots d'étranglement à sa bonne marche. Et on parlera aussi des mesures sociales prises par le gouvernement pour soutenir les entreprises et les couches touchées par la crise sanitaire du coronavirus. Comment seront-elles mises en œuvre et quelle sera la part des différentes couches touchées? Restez en place, d'ici une vingtaine de minutes, nous en parlerons avec notre invité. C'est donc parti pour 52 minutes d'émission. Le premier arrêt, c'est le mini-journal à la présentation Nadège Omolade Sané. Bonjour à tous, bienvenue dans le mini-journal de ce dimanche sur Week-Echo. Disposer d'énergie électrique en plein temps dans les zones urbaines et rurales, c'est bien possible au Bénin. Pour y arriver, il faut explorer différentes sources d'énergie renouvelable. Afin de réduire les coûts de production, les sources d'énergie renouvelable doivent être adaptées à l'environnement et aux potentialités de chaque région du pays. Reportage. Malgré les nombreux investissements dans le secteur de l'énergie au Bénin, la population, notamment celle située dans les zones rurales, peine encore à disposer d'une bonne fourniture en énergie électrique et de cuisson des aliments. La diversification des sources d'énergie en fonction des besoins et de la disponibilité de la matière, surtout en énergie renouvelable, est aujourd'hui l'alternative pour résoudre le problème. Dans les régions septentrionales du pays, où la demande en bois énergie est forte et le couvert végétal amoindri, le biogaz serait la solution. L'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut sédentariser l'élevage de bœufs pour que la biomasse soit disponible sur place au lieu qu'on laisse les animaux en transhumance. Lorsqu'on regroupe les gens pour l'élevage de bœufs, on a une grande production de déchets de bœufs et ces bousses de vache peuvent être utilisées pour pouvoir produire au moyen d'un biodigesteur du biogaz qui peut servir à la cuisson des aliments dans cette zone du Bénin. La production de biogaz n'est pas utile que pour la cuisson des aliments dans les ménages. Cette source d'énergie renouvelable, associée à la biomasse, peut servir aux agriculteurs pour l'éclairage, la transformation et bien d'autres besoins. Lorsque vous produisez le biogaz, il y a un reste qu'on appelle le digestat qui peut être transformé en engrais minéral qu'ils vont utiliser dans les champs. Et donc vous voyez qu'ils sont gagnants sur toute l'année si d'aventure ils devaient utiliser cette forme de production d'énergie. Le Bénin n'est pas producteur de pétrole, il importe énormément les produits pétroliers pour le fonctionnement des centrales. Une réflexion générale est indispensable pour trouver des solutions adaptées à notre environnement. Les zones où les rivières ont par exemple une forte vitesse ou bien là où les chutes d'eau sont assez intéressantes, on peut mettre des micro-centrales là-bas pour pouvoir produire de l'électricité pour ces populations-là. Nous avons aussi l'éolienne, c'est-à-dire l'énergie qui vient du vent, parce que nous avons une côte et il souffle un grand vent au niveau de cette côte-là et les mesures sont en cours pour pouvoir voir à quel niveau on peut installer des éoliennes qui vont nous permettre également de produire de l'électricité. Et le soleil photovoltaïque, on peut les utiliser pour produire de l'électricité, également pour pouvoir réduire l'utilisation de l'énergie de la SBE. Autant d'alternatives non négligeables dont il faut tenir compte pour suppléer le déficit en énergie électrique. L'autre option à explorer, le mix énergétique.
Face à la pandémie du coronavirus, les journalistes doivent faire plus attention sur le terrain. Le respect des gestes barrières étant une priorité, surtout le lavage des mains, le creuset d'information et d'assistance communautaire apporte son soutien aux professionnels des médias de l'ORTB. L'ONG SIACO a mis à la disposition de l'Office 4 dispositifs de lavage des mains. Reportage Rebecca Adagbenon, Rodrigue Bababito. Le mauvais vent de la Covid-19 ne cesse de faire des dégâts sur son passage. À la date du 14 juin 2020, le nombre de cas confirmés à l'infection du coronavirus passe à 483, dont 242 personnes sous traitement, 232 guéris et le nombre de décès passe à 9. Des chiffres qui pourraient augmenter si les mesures barrières ne sont pas respectées de tous. Au nombre des gestes salvateurs à adopter, le lavage des mains. Ce lundi matin, Antoine, à travers son ONG SIACO, témoigne tout son soutien à l'ORTB dans le respect de cette mesure de prévention. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, dans nos lectures, nous nous sommes dit que le personnel de l'ORTB est aussi vraiment exposé. Avec l'invention de ce dispositif de sécurité de lave que nous avons fait, on a dit on va venir pour faire un geste symbolique. Au total, 4 dispositifs de lavage de mains améliorés et une dizaine de savons liquides en plastique offerts par le creuset d'information et d'assistance communautaire. De quoi réjouir la première autorité de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. Je peux vous assurer que ce dispositif que vous nous offrez ce matin sera utilisé à bon escient. Et je vais inviter les collègues, tous les agents de l'ORTB, à l'utilisation de ces équipements, en suivant les consignes d'utilisation, bien évidemment, pour ne pas esquinter très rapidement ce dispositif. Le bon exemple est ainsi donné. Laver ses mains à l'eau et au savon reste une mesure barrière. À cela s'ajoute le port obligatoire de masques en tout lieu et le respect de la distance de sécurité sanitaire d'1 mètre pour sauver sa vie et celle des autres. Acheter une valeur au plus bas et la vendre au plus haut pour le compte d'un tiers, tel est le défi du trader. Les yeux rivés sur les cours de la bourse, ces acteurs du marché financier spéculent sur des produits, actions, contrats à thème et devises. Qu'est-ce que le trading et comment marche-t-il? Suivons cet élément pour mieux comprendre. Ils sont en majorité des jeunes à embrasser le trading, un métier tout comme les autres. Le trading, c'est l'activité d'achat et de vente de actifs financiers. Le trading, je dirais, c'est une activité qui se fait sur une plateforme, d'accord, appelée broker, c'est-à-dire courtier en français. Cette activité, exercée essentiellement sur des plateformes en ligne, est pratiquée sous plusieurs formes. Nous pouvons parler des investissements à court terme, d'accord. On peut parler aussi de la spéculation, d'accord. Et on peut aussi parler des investissements à long terme. Comme toute activité, le trading regorge d'avantages, mais aussi de risques considérables. D'abord, il y a le risque que le trader court, d'accord. Et il y a aussi un risque pour ceux-là qui s'intéressent à ce métier, d'accord. Le trader, il va sur le marché pour réaliser des profits en fonction de son investissement et tout ce qu'il fait. Mais c'est vrai, c'est pas un jeu de loterie. Même la loterie, ça comporte des risques, vous voyez. Mais quand vous venez sur les marchés financiers, ça vous demande de faire déjà des analyses, d'accord. Et ce sont ces analyses-là qui vous permettent maintenant de savoir s'il faut acheter ou de vendre. Même si le trading offre une liberté financière, un bon trader doit avoir une certaine aptitude. Vous n'avez pas besoin d'avoir le bac, le BTS, la maîtrise. En gros, vous n'avez pas besoin d'avoir de gros diplôme avant d'être trader. D'accord? Il faut juste se faire former par quelqu'un qui connaît le métier, qui maîtrise bien le domaine, d'accord?
et que vous voyez faire des exploits et que vous voyez faire de bons résultats. D'accord? Donc pour cela, il faut vraiment se concentrer sur le truc, chercher à comprendre comment est-ce que ça fonctionne, chercher à comprendre comment est-ce que ce marché-là, ça bouge, d'accord, avant d'investir votre argent. Parce que sans maîtrise, enfin sans pratique, il n'y a pas de maîtrise. D'accord? Donc en gros, je dirais qu'il faut d'abord travailler sur soi-même et après faire une bonne formation avant de se lancer dans le trading. Il n'y a pas de saut métier, dit-on. Devenir trader, c'est bon, mais un trader professionnel qui n'a pas pour objectif d'arnaquer la population serait plus idéal. Ce sera tout pour le mini-journal de ce dimanche. Week Eco se poursuit avec Ulvaeus Balogun. Et d'une rubrique à une autre, à présent, la revue de presse économique. À la présentation, c'est Amandine Anyamoussou. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans la revue de presse économique de Week Eco. Plusieurs sujets ont meublé les quotidiens cette semaine et c'est le quotidien du service public La Nation dans sa parution du lundi 15 juin 2020 qui nous informe que le patronat est reconnaissant au gouvernement par rapport aux mesures d'atténuation des effets du coronavirus. Selon le journal, ces mesures viennent à point nommé et donnent un nouveau souffle aux entreprises éprouvées. Fraternité titre relance de l'économie nationale. Le patronat salue les mesures du gouvernement. Le quotidien de Ménontin précise que le gouvernement a mis à la disposition des entreprises 63,38 milliards de francs CFA. Le patronat, lors d'une conférence de presse, a plaidé pour la mise en place d'un comité de suivi. Matin Libre abonde dans le même sens et parle d'un comité tripartite qui se chargera de gérer les fonds pour une mise en œuvre rapide des mesures de relance économique. Appui aux collectivités locales, la coopération allemande offre 6,5 milliards de francs CFA au Bénin. C'est ce que titre La Priorité. Le journal poursuit dans ses colonnes que le ministre des Finances a signé le contrat de financement pour la 5e phase du programme d'appui au Fonds de développement des communes. Cet appui financier sera transféré aux collectivités locales pour le financement d'infrastructures socio-économiques. L'information est renchérie par l'événement précis qui précise que ce contrat comporte une particularité. 3,9 milliards de ce fonds seront utilisés par les communes pour la prévention et la riposte contre la pandémie du coronavirus. L'autre information qui a fait le chaud gras des journaux cette semaine est le lancement du programme présidentiel d'insertion des jeunes dans l'emploi. Le matinal fait un zoom sur les 48 métiers éligibles. La presse du jour annonce que 8000 jeunes professionnels vont sortir du chômage d'ici à 2024 avec des rémunérations à la hauteur des diplômes requis. Ainsi, ils seront 2000 à être insérés chaque année dans des entreprises privées et publiques et seront à la charge du gouvernement pour un contrat d'1 an renouvelable avec possibilité d'être définitivement recrutés si la performance y est. La cloche précise que le programme d'environ 38 milliards de francs CFA sera entièrement financé sur le budget national et les candidats doivent remplir certaines conditions pour être éligibles. Les inscriptions démarrent le 1er juillet 2020. Fin de cette revue économique. Merci de votre attention. Et je le disais, après plusieurs semaines d'arrêt dû au coronavirus, les cours ont progressivement repris dans les différentes universités du Bénin grâce à la plateforme e-learning, une révolution numérique de l'enseignement supérieur qui suscite notre débat ce matin, c'est le décryptage.
Deux confrères avec moi sur ce plateau pour aborder cette réforme du secteur de l'enseignement supérieur. Édouard Katchipé du journal Éducation. Bonjour. Bonjour Ilvaïs. Merci d'être là ce matin. Merci beaucoup. À côté, Achille Fatonji de Radio Bénin. Bonjour Achille. Ilvaïs, bonjour à toutes et à tous. Alors Achille, on va démarrer par vous. Vous avez appris le e-learning qui a été lancé et mis en œuvre déjà. Comment avez-vous apprécié ou plutôt quel regard portez-vous sur cette réforme de l'enseignement supérieur? Ilvaïs, il faut déjà commencer par dire que ce n'est pas trop tôt. Hein. Ouais. Il y a longtemps que c'était annoncé. Ce que vous avez appelé révolution a traîné un peu les pas chez nous. C'est vrai que le projet était là, l'idée était là, mais notre pays a pris beaucoup de temps de réflexion pour passer à l'action. Temps de réflexion peut-être parce que certains pensaient qu'on n'était pas totalement prêt en termes de dispositifs, de matériel. Mais voici que nous y sommes parvenus par la force des choses, les circonstances nous ont obligés à poser le pas. Et quoi qu'il en soit, vous savez, toute révolution a toujours été un peu comme une pilule amère, difficile à avaler pour certains, mais on doit se réjouir parce que ce pas posé nous amène vers une certaine forme de modernité. Et comme je le disais, ce n'est pas trop tôt parce que vous voyez, lorsque vous prenez la France, la Belgique et plein d'autres pays, dans ce contexte de pandémie-là, pour sauver les meubles de l'éducation, même au niveau primaire, on a vu des écoliers, des apprenants qui ont dû être sollicités, ont dû, je dirais, faire cette option d'éducation à distance. Donc, c'est une expérience. Quoi qu'il en soit, c'est une expérience et il faudra forcément en tirer les leçons. Moi, je m'en réjouis tout simplement, même si il y a à dire. Oui, il y a à dire sur la réforme. Alors, Édouard, vous êtes dans un journal spécialisé d'éducation, des cours accessibles gratuitement en ligne pour assurer la continuité de l'enseignement. Avez-vous l'impression que cela répond, ou plutôt que cela ait répondu à un besoin précis? Merci, Ulvaïs. Effectivement, éducation, comme vous savez, c'est un journal spécialisé en éducation. Et lorsque nous prenons la réforme là intervient, disons, cette nouveauté-là, l'innovation concernant la création de cette plateforme est arrivée dans un contexte donné, contexte lié bien évidemment à la pandémie du coronavirus. Seulement, comme mon confrère Achille venait de le dire, c'est une réforme qui est pensée depuis, mais on a attendu longtemps. Donc, il a fallu cette situation-là, c'est comme on le dit, à quelque chose malheureusement. Voilà. Donc, il a fallu que l'arrivée de cette pandémie pour qu'on comprenne rapidement, qu'on se projette rapidement et qu'on lance la plateforme. Effectivement, ça règle le problème de la continuité des cours dispensés aux étudiants. Parce que c'est le premier motif qui a conduit les autorités, notamment le ministre en charge de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et sa collègue de l'économie numérique et de la digitalisation à mettre en place cette plateforme-là pour pouvoir assurer la continuité des cours dispensés aux étudiants. Donc, quand je prends cet aspect-là, je dis oui, bien évidemment, c'est une bonne réforme. C'est une bonne réforme qui, effectivement, vient à point nommé pour pouvoir régler ce problème-là de la continuité des cours. Alors, quand vous prenez cet aspect-là, quel est l'autre aspect que vous voulez soulever? Oui, autre aspect, c'est effectivement aussi par rapport à la réforme, parce que vous savez, le Bénin est resté un peu trop en retard par rapport à l'introduction des TIC dans l'enseignement, surtout au niveau de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, c'est très important parce que quand nous prenons aujourd'hui tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, l'introduction ou la mise en œuvre de cette plateforme-là vient régler un certain nombre de problèmes, notamment par exemple la massification des étudiants. Vous savez, aujourd'hui, avec les facultés à gros effectifs, c'est vraiment des difficultés que les enseignants comme étudiants rencontrent. Pour des amphis qui doivent accueillir 1000 personnes, 1000 étudiants, et qu'on se retrouve avec 2000, 3000, vous voyez ce que ça crée. Donc, la plateforme vient en ce moment régler quelque part la massification, ce problème de massification surtout des étudiants. Donc, c'est l'autre chose à saluer par rapport à cette réforme-là, même si il y a des choses à dire par rapport à la mise en œuvre. Parlant de la mise en œuvre de cette plateforme-là, on nous dit que les enfants vont suivre les cours par visioconférence.
nous savons le pays dans lequel nous sommes, hein, nous savons que Internet, c'est encore un luxe. Qu'on le veuille ou non, après, malgré tous les efforts qui sont faits, Internet demeure encore un luxe pour nous. Acheter des forfaits Internet, avoir la possibilité même d'avoir un téléphone smartphone, ce n'est pas donné à tous les étudiants. C'est vrai, moi j'ai envie de dire, là où ça marche, ce n'est pas que Internet est à 100% aussi fonctionnel. Ouais. Oui, mais vrai que c'est vous mieux. avez évoqué des pays qui sont largement à l'avance oui, sur nous. C'est vrai que quand c'est on mieux. prend le Sénégal en termes de connectivité, ils sont... Ce que vous relevez n'est pas du tout faux. Parce que, évidemment, nous avons, en termes d'Internet, la fourniture, les services Internet, vraiment, on a du travail à faire. Mais cela ne devrait pas limiter. C'est pour ça qu'on a pris tout ce temps, tout ce long moment pour passer à l'action. Vous voyez, on devrait même profiter pour répandre ça au niveau de tous les autres secteurs, pour que l'expérience puisse être, on va dire, généralisée pour, au finish, tirer les leçons, de voir qu'est-ce qu'il faut réadapter, qu'est-ce qu'il faut cadrer. Parce que, en même temps que vous relevez le problème d'Internet, voyons un peu ce que ça nous permet de réaliser comme exploit. Parce que, vous voyez, c'est une année en cours et tout ce qui a été fait jusque-là, si ce n'est pas ce moyen trouvé là, risque d'être annulé. Alors, c'est quand même des ressources qui ont été investies. C'est de la ressource humaine qui a été déployée. C'est du matériel qui a été exploité, utilisé. Donc, c'est dans une logique, je me dis, on va dire quoi, de profiter de tout ce qui a été investi, que ça a été mis en œuvre. Donc, c'est vrai, ça ne va pas fonctionner à 100% de façon positive dans les débuts, mais en cours de chemin, au fur et à mesure, ça va se faire. C'est vrai, on sait, on est dans un contexte où l'espèce trébuchante ou sonnante, comme vous l'appelez, se fait un peu rare. se fait un peu rare. Mais bon, ça ne veut pas dire que beaucoup ne profitent pas de cette technologie-là, parce que si vous prenez la masse d'étudiants dont vous parlez, il y en a qui profitent bien de ça, il y en a qui sont satisfaits, qui reçoivent bien leurs cours, il y a des enseignants également qui dispensent leurs cours, donc on ne devrait pas forcément s'en plaindre. Ça. Moi, je ne veux pas m'en plaindre d'abord. C'est que le sentiment d'abord qu'on doit avoir, c'est un sentiment positif, à mon avis, parce que quoi qu'il en soit, on fait un progrès. C'est un progrès. Et tout ce qui est progrès doit être applaudi d'abord. Après, on peut nous asseoir, puisque c'est une expérience, voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut recadrer, qu'est-ce qu'il faut améliorer pour que... Mais en ce moment, les étudiants qui n'ont pas forcément eu accès à cette plateforme-là vont se retrouver un peu laissés sur le carreau. Ça a été toujours comme ça pour toute révolution. Mais ça pose un problème au niveau de... Parce que le rôle de l'État, c'est d'éduquer tous les Béninois. Alors même quand il n'y a pas la technopédagogie, des étudiants ont toujours échoué. Ce n'est pas un motif d'échec. Il ne faut pas prendre ça comme alibi ou comme argument fondamental expliquant donc l'échec de certains étudiants. Non, je pense qu'il faut prendre le train en marche. Il faut s'adapter à la révolution. Il faut voir comment est-ce que... il faut quitter sa zone de confort, comme on le dit là, pour vraiment... voilà, pas des risques forcément, mais voir est-ce que moi-même, je n'ai pas quelque chose à apporter pour que la révolution marche. C'est de ça qu'il s'agit, parce que c'est ça... On a beaucoup réfléchi, on a été dubitatif, un peu comme celui-là qui veut apprendre à nager, mais qui est au bord et qui craint la noyade. C'est-à-dire qu'on a beaucoup pris le temps de dire, mais est-ce qu'on ne va pas échouer? À un moment donné, il fallait se lancer. Mais oui, c'est un peu comme la TNT actuellement. Vous voyez, depuis longtemps, on essaie, on voit, est-ce que, et puis ça prend énormément de temps. Donc, il faut s'en réjouir. On est passé à l'action. Ça va être un peu amer, difficile dans les débuts, mais je crois avec vraiment foi que ça va donner vraiment, ça va porter. Alors Edouard, vous avez mené une petite enquête sur le sujet depuis que la plateforme a été lancée. Vous êtes allé creuser un peu pour voir est-ce que c'est une bonne réforme, est-ce que les étudiants en bénéficient, est-ce que les professeurs arrivent à dispenser les cours sur cette plateforme-là. Quel a été votre constat après avoir mené votre petite enquête?
Ok, 2 semaines, la plateforme a été lancée officiellement le 11 mai. Donc, 2 semaines après le lancement, nous sommes descendus sur le terrain, nous sommes allés dans la communauté universitaire pour voir un peu comment est-ce que les cours sont effectivement dispensés en ligne. Comment est-ce que les étudiants arrivent à avoir accès à ces ressources-là. Alors, de notre constat, il se dégage le fait qu'il se dégage certains aspects. Le premier élément, c'est que tous les étudiants n'ont pas accès à la plateforme. Ça, c'est une réalité. Parce que ne disposant pas de tous les outils nécessaires qu'il faut, indispensables qu'il faut pour pouvoir accéder à la plateforme. C'est-à-dire, par exemple, il faut avoir un ordinateur, il faut avoir un téléphone portable, Android, pas n'importe quel téléphone, voyez-vous. Donc, tous les étudiants ne sont pas dotés de ces outils-là pour pouvoir accéder à la plateforme. Malgré ça, il y a d'autres qui ont effectivement ces outils-là, mais ils ont toujours des problèmes pour pouvoir accéder. Pourquoi? Parce que, d'abord, pour avoir ces cours en ligne, comme je l'ai dit, il faut d'abord s'inscrire en ligne. Pour s'inscrire, il faut aller sur le site, introduire vos données d'identification personnelle et le site leur permet de générer un mot de passe et tout. Même à ce niveau, il y a des difficultés déjà. Pour pouvoir, au niveau de l'inscription déjà. Voilà, au niveau de l'inscription, pour pouvoir avoir accès à ces identifiants-là qui va leur permettre d'accéder aux cours, de pouvoir accéder aux ressources, télécharger les ressources didactiques, voilà, de cours et tout. Donc, ça, c'est un premier aspect. Maintenant, dès que vous avez accès à la plateforme, vous téléchargez les étudiants arrivent à télécharger ces éléments. Il y a certains étudiants qui nous ont dit, par exemple, qu'il y a des cours qui ne sont pas lisibles. Ils ne sont pas lisibles. Oui, il y a des problèmes de lisibilité de ces cours-là qu'ils arrivent à télécharger. Et donc, ça pose un problème également par rapport à la mise à disposition du cours. Effectivement, des cours. Et tenez-vous bien, tous les cours également ne sont pas en ligne. D'accord. Jusqu'à la période où nous menons notre investigation, il y a des cours qui n'étaient pas toujours disponibles. Il y a des enseignants qui n'ont pas encore mis à la disposition des étudiants ces cours-là. Maintenant, l'autre chose, une fois les cours, c'est vrai, vous savez, il y a des facultés, par exemple, ou les facultés littéraires. Je veux parler, par exemple, de la faculté des sciences humaines et sociales, FACH, ou la faculté des lettres, langues, arts et culture, par exemple, FLAC, qui sont des facultés littéraires. Ceux-là, par exemple, avec les supports de cours physiques, ils peuvent arriver quand même à s'en sortir parce que c'est essentiellement la lecture et tout. Mais chez ceux qui sont scientifiques? Mais ceux qui sont scientifiques, vous prenez par exemple la FAST, vous prenez aussi par exemple la FASEG, les PAC et tout, où les étudiants ont toujours besoin des explications, par exemple, pour pouvoir pénétrer certains cours. Et ils ont forcément besoin de l'appui, l'enseignant doit être là. Donc pour ces étudiants-là, il a été sur le système qui a été mis en place, ils ont la possibilité également de suivre, d'interagir. Il y a cette interaction-là qu'il peut y avoir avec l'enseignant et l'étudiant. Et l'outil qui a été mis en place pour pouvoir assurer cette interaction entre les deux, c'est l'application Zoom. Voilà, parce que les cours en ligne sont essentiellement diffusés à travers l'application Zoom. Et pour télécharger cette application, vous savez, et pouvoir l'utiliser d'ailleurs, il faut forcément avoir la connexion Internet. Il faut payer. C'est vrai que pour télécharger les cours en PDF et autres, l'accès est gratuit. Vous savez, l'étudiant n'a pas forcément besoin d'avoir de forfait avant d'avoir accès. Mais pour suivre les cours en ligne, il faut forcément avoir un forfait Internet. Et c'est là où le bas blesse. Il y a un grand problème. Parce que les étudiants estiment que le coût est très élevé pour eux. Par exemple, pour un cours qu'ils doivent suivre pendant 4 heures de temps, et s'ils doivent dépenser 1200, 1500, ainsi de suite, pour pouvoir suivre. Vous voyez, avec le pouvoir d'achat de l'étudiant, pour lui, c'est déjà énorme. Non, mais c'est énorme, on est d'accord. C'est énorme pour l'étudiant. Ça, c'est l'autre difficulté. Mais l'autre chose aussi, malgré ça, si l'étudiant décide parfois de suivre ce cours-là, il arrive parfois que c'est la connexion qui n'est pas bonne. Comme mon confrère Achille a dit tout ça, avec le problème de connexion que nous avons, le débit qui n'est pas vraiment stable. Donc, il y a aussi ce problème de connexion qui pose problème, qui fait que les étudiants n'arrivent pas en grande majorité à pouvoir suivre ces cours-là. Malgré ça, il y a des gens qui décident, même s'ils décident de suivre, ils n'arrivent pas à arriver jusqu'au terme. Ils commencent le cours, mais ils n'arrivent pas à suivre jusqu'à la fin. Et vous prenez par exemple pour un amphi ou bien pour une entité de 1000 personnes par exemple, c'est peut-être 10, 20 qui arrivent à suivre.
ensuite, selon les témoignages que nous avons reçus, qui arrivent à suivre. Mais dans ce lot-là, tout le monde n'arrive pas parce que, à cause des difficultés dont je vous ai parlé tantôt, parce que la connexion, à un moment donné, les lâche, ou soit c'est le forfait qui, à un moment donné, s'épuise. Et quand l'étudiant va chercher le forfait pour revenir, en ce temps, le professeur a déjà avancé dans le coup. Et parfois, il a besoin que l'enseignant revienne sur certaines notions, mais bon, ça n'arrive pas toujours pas. Il a été dit par le gouvernement qu'il y a des points numériques communautaires, il y a des salles numériques et des centres multimédia qui sont installés un peu partout pour accéder gratuitement aux cours. Vous avez pu constater ça durant votre investigation? Bon, nous avons cherché à savoir, dans la zone, dans la communauté universitaire, pour voir si ces points numériques existent. Vous savez, entre-temps, il y a la connexion Internet est disponible, par exemple, à l'université d'Abomey-Calavi. Mais depuis quelques années, ce n'est plus le cas. Mais il y a normalement des centres multimédia au sein du campus? Il y a des centres. Mais vous savez, à cause de la situation qui prévaut actuellement, où les amphithéâtres sont fermés, il y a aussi ces centres-là qui sont également fermés, qui ne sont pas disponibles pour que les étudiants puissent en approprier. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, effectivement, c'est peut-être de voir dans quelle mesure ces centres-là, par exemple la bibliothèque universitaire, où les étudiants ont la possibilité de pouvoir se connecter et tout. Comment faire pour pouvoir ouvrir? C'est vrai, tout en respectant bien évidemment les règles d'hygiène et tout, qui nous ont amené justement à la mise en place de cette plateforme-là. Alors, Achille, vous avez suivi un peu les résultats, on va dire, hein, de l'enquête de notre Non, mais confrère. moi, ce que je pense déjà, c'est par rapport au centre et à la bibliothèque dont parle mon confrère, je ne pense pas que ce soit forcément la solution. Pour moi, il faut peut-être réfléchir à réduire les coûts de connectivité, l'accessibilité à Internet. Ça, c'est faisable, c'est possible, étant donné que... on sait qu'actuellement, c'est la ressource la plus utilisée. Bien sûr. Donc, on l'a vu avec la SPE, on l'a vu avec d'autres secteurs, on est en train de le voir avec les artisans, tous ceux-là qui sont dans un certain nombre de codes métiers qui ont été affectés par la pandémie. Donc, étant donné que la réforme ou la révolution est tombée sur la tête, puisque ce n'est pas prévu ou annoncé, c'est tombé comme ça, il faut voir comment est-ce qu'on accompagne effectivement les bénéficiaires, sur les étudiants, en voyant avec les opérateurs ce qui est faisable pour rendre vraiment disponible. Parce que même s'il faut installer peut-être des points de connexion Wi-Fi sur le campus pour leur permettre un accès oui, peut-être si c'est à défaut, sinon tout ce qui doit mobiliser du monde ne devrait pas être une option de solution pour moi. Parce que là, pourquoi on a choisi la distance? C'est pour qu'il n'y ait pas de... C'est ça, qu'il n'y ait pas d'attroupement. Voilà, il n'y ait pas d'attroupement, il n'y ait pas du monde réuni. Si on met un centre... Vous voyez, et c'est ça la chose aussi. Si on met un point d'accès à Internet là, sur le campus, vous n'allez pas imaginer ce qui va se passer autour. Le nombre de personnes qui... Voilà, et ce sera encore une autre difficulté à gérer. Donc, le mieux, c'est pour moi de réfléchir à comment est-ce qu'on réduit les coûts de l'accès à Internet, comment est-ce qu'on permet aux apprenants avec un peu plus de facilité de suivre ces cours-là. Parce que vous voyez, un truc qu'on déroule sur 3 heures de temps, évidemment, ça doit perturber. C'est clair. C'est vrai que j'avais envie de dire que, bon, l'accès à Internet, quand vous voyez ce qui se passe sur les réseaux sociaux, les gens ont beaucoup d'argent pour ça. Déjà des vidéos. Il ne faut pas oublier que sur les réseaux sociaux, il y a des accès gratuits. C'est vrai. Maintenant, c'est vrai, si sur la continuité, c'est-à-dire que le cours doit durer sur 3 heures, ça pose un problème. Et un cours qui est fait par visioconférence encore plus. On ne peut pas disposer vraiment de ce qu'il faut pour suivre de façon vraiment continue. Sur 3 heures, parfois même au-delà. Donc, c'est vraiment comment est-ce qu'il faut agir sur les tarifs. C'est surtout ça. Parce qu'un point d'accès risque encore de poser d'autres problèmes. C'est un peu comme on l'a vu pour un certain nombre d'opérations. Aller retirer si on a vu d'attroupement, aller faire si. C'est comme actuellement où on demande aux gens d'aller retirer leur identification. On voit la foule qu'il y a. Voilà, donc en fait, il ne faudrait pas qu'on ait envie de résoudre un problème et qu'on en crée un autre. Voilà. Alors vous, Edouard, qu'auriez-vous aimé pour la suite de ce programme-là, e-learning, si ça doit persister? Je ne sais pas, je ne vais pas dire recommandation, mais qu'est-ce qui aurait été mieux pour faciliter l'accès aux étudiants?
Alors, ce que les étudiants réclament par exemple... brièvement, on n'a plus assez de temps. D'accord. Ce qu'il faut faire d'abord, c'est d'apprendre ou bien d'enseigner davantage aux étudiants l'appropriation de l'outil. Parce qu'il y a des étudiants qui ne savent pas, par exemple, qui ne sont pas obligés de suivre, que ce n'est pas nécessaire, par exemple, de suivre les cours en direct. Et l'enseignant qui a dispensé son cours est appelé normalement à enregistrer le cours à mettre à disposition de l'étudiant le lendemain. Mais tous les enseignants ne savent pas le faire. Donc, il y a aussi... Ça nécessite alors un autre apprentissage. Il faut un autre apprentissage au niveau des enseignants. Il faut apprendre aux enseignants comment arriver à mettre ces cours à disposition des étudiants. Maintenant, l'autre chose aussi, il y a des solutions qui ont été proposées, par exemple, concernant les cours en ligne. Lors de leur sortie, la session AskGouv 13, où il y avait les deux ministres, ont proposé, ou bien sont en réflexion pour pouvoir alléger un peu la tâche aux étudiants. C'est-à-dire, ces cours en ligne-là seront désormais, l'État, en quelque sorte, va endosser le coût de l'accès à ces cours en ligne-là aux étudiants. Bon, pour le moment, jusqu'à la semaine passée, nous avons constaté que ce n'était pas encore effectif. Voilà que l'autre chose, c'est qu'il y a les évaluations qui sont là. On ne peut pas dispenser les cours étudiants sans les évaluer. Les évaluations commencent le 21 prochain. C'est là où il y a la crainte maintenant. Voilà que les cours ne se sont pas déroulés. Dans quelles conditions ces évaluations-là auront lieu? Parce que si ça doit évoluer comme ça avec ce que nous avons constaté sur le terrain, ce serait un peu difficile d'évaluer les étudiants qui seront les plus dans ces conditions-là. Merci à vous, chers confrères. Edouard Kachikwe de l'Éducation, merci d'être passé et de nous aider à mieux comprendre ce qu'il en est véritablement sur le campus. Merci Achille Fatondi pour votre analyse et vos éclairages, vos suggestions également à l'endroit des différentes autorités. Merci à tous. On passe à présent au dossier de la semaine. La crise du coronavirus a obligé le gouvernement à prendre des mesures sociales, des mesures qui sont dispatchées en deux volets, un volet social et un volet financier. On en parle juste après le micro-trottoir que voici. C'est encourageant, c'était espéré, c'était attendu de tous les chefs d'entreprise, surtout les jeunes PME que nous sommes. On attendait ça depuis très longtemps. Et à coup sûr, ces mesures viennent nous soulager d'une manière ou d'une autre et nous permettent d'avancer, surtout dans le corps de métier dans lequel nous sommes. C'est très difficile, la crise a secoué sérieusement le secteur, on n'a pas d'activité, on est là, on écrit beaucoup de dossiers, mais on n'implémente pas parce que c'est des événements qui rassemblent du monde, donc c'est compliqué de payer les loyers, c'est compliqué de payer les salaires, c'est compliqué de faire face aux charges fixes. Mais je pense que le gouvernement peut faire encore mieux. Le gouvernement peut faire encore mieux en élargissant les couches qui vont bénéficier de ces mesures qui ont été prises et permettre à plus de secteurs d'activité de bénéficier de cela. Parce qu'aujourd'hui, moi, ma première préoccupation est-ce que ces mesures agissent systématiquement sur le panier de la ménagère? Ah, donc il y a même de telles nouvelles. Sinon, bon, moi, je ne suis pas au courant de ces genres d'informations. C'est bon comme mesure et nous ne pouvons que remercier le gouvernement. Moi, personnellement, je n'étais pas informé à temps, donc je n'ai pas pu le faire. J'ai essayé quand même de faire de mon lieu de travail un lieu régulier. Je me suis inscrit régulièrement. Donc normalement, déjà avec nos dossiers, parce qu'on essaye de verser quand même quelque chose chaque année à l'État. L'État connaît ceux-là qui font des efforts, même si on ne trouve rien, même si on n'a pas de grand-chose, on fait l'effort quand même de verser le peu que nous pouvons. Mais l'État pouvait partir de là, par exemple, pour quand même sélectionner certaines de ces sociétés qui s'arrangent pour verser quelque chose, au lieu de dire vous allez vous inscrire en ligne, c'est en une semaine seulement, d'autres disent ça continue, après on dit ça revient en 24 heures. Moi, c'est juste ce que j'ai à reprocher. 74 milliards, 12 millions.
pour soulager un tant soit peu les ménages et quelques entreprises ciblées. Seulement, moi, je suis resté sur ma faim. Je prends le côté transport. Pour aller, par exemple, au nord du Bénin, je prends Parakou. Mais le consommateur est lésé. Il est abandonné à son sort. De 6 000 francs, vous vous retrouvez à 12 000. Mais en principe, une partie de ces fonds-là devait être contrebalancée. De l'autre côté, c'est vrai, on les a pris en charge une taxe. Mais ça ne suffit pas. Qui va rembourser le consommateur maintenant sur le prix des transports, par exemple? Et voilà les craintes des Béninois, des citoyens béninois. Et notre invité, pour mieux nous éclairer sur les tenants et les aboutissants de ces mesures sociales, est le directeur général de l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique INSAE, Monsieur Laurent Maounou Moussa. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être là ce matin. Merci à vous aussi de nous avoir invités. Et celui-là qui va conduire cet entretien avec moi sur ce plateau, c'est Rodrigue Babaguito. Bonjour Rodrigue. Ulaïs Balogun, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures sociales liées à la pandémie du coronavirus, le gouvernement entérine la mise en œuvre d'un programme de soutien de 74,12 milliards de francs CFA en faveur de diverses couches de la société. Laurent Maounou Moussa, vous êtes directeur général de l'Institut national des statistiques et de l'analyse économique. Alors, dites-nous un peu, sur la base de quels critères est-ce que vous avez sélectionné les différents secteurs qui doivent bénéficier justement de cet appui du gouvernement? Merci, monsieur les journalistes. Merci aussi de nous avoir invités pour expliquer un peu la démarche méthodologique qui a été mise en œuvre pour la réalisation de ce plan de riposte à la Covid-19. Il faut dire que dès que notre pays a été attaqué avec les premiers signes, déjà les autorités avaient mis en place une équipe pour pouvoir commencer par anticiper sur les différentes conséquences que la pandémie devrait avoir sur notre économie. Et dans ce cadre, nous avons entrepris certaines études et dans le même temps, nous avons eu à faire des entretiens avec les secteurs qui ont été identifiés comme secteurs pouvant être touchés directement. Quels sont ces secteurs-là, par exemple? Il y a le tourisme, il y a le transport, oui. Il y a tout ce qui est restaurant, bar, hôtel. Et puis, il y a aussi les entreprises de façon générale qui verront leur activité baisser. Très bien. Voilà. Et donc, quand nous avons fait d'abord cette évaluation des structures qui sont impliquées, des secteurs d'abord qui sont impliqués, on a recherché au niveau de ces secteurs les structures qui sont vraiment impactées. On a rencontré les responsables à divers niveaux des regroupements faîtiers de certaines structures. Et non seulement ça, au niveau du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, ils ont rencontré surtout les petits secteurs qui peuvent être vraiment touchés. Les transporteurs routiers, les coiffeurs, les coiffeuses, ceux qui s'occupent de l'entretien, tout ça. Et donc, à ces rencontres, il y a eu des travaux qui ont été faits, des discussions qui ont été menées. Et mieux, le ministère des Affaires sociales a mis en ligne je peux les appeler une plateforme pour le recrutement. Une plateforme pour pouvoir demander à ceux qui ont été impactés de s'inscrire. Bien sûr. Non seulement les gens pouvaient aller s'inscrire, mais les CPS étaient aussi mis à contribution. Donc ceux qui ne pouvaient pas aller sur cette plateforme pour aller s'inscrire pouvaient aussi passer par les CPS. Mais au niveau des grandes entreprises, ce qui s'est passé, nous avons des bases de données. Nous avons des bases de données. Si vous êtes une grande entreprise, ça veut dire que vous déposez des bilans chaque année. Donc et tout ça là est retracé dans notre pays. Donc nous sommes repartis sur ces bases de données pour pouvoir travailler. Il y a eu des discussions avec les responsables, ce qui a confirmé les informations que nous avions à notre disposition. Et c'est sur cette base-là que nous avons fait les évaluations.
Les évaluations ont été faites aussi bien sur les pertes de salaire, sur les pertes sur les revenus, en tout cas tout ce qui pouvait toucher à l'entreprise dans son fonctionnement. La même chose s'est passée au niveau des petites entreprises, au niveau des artisans et autres, pour qu'ils déclarent les pertes qu'ils ont eu à avoir du fait de la pandémie. Est-ce donc cette analyse-là qui vous a permis de fixer le montant à donner à ces différentes entreprises? Bon, je peux dire que c'est sur la base de l'ensemble de ces travaux que nous avons évalué ce qui reviendra à chaque secteur. Évidemment, ça ne couvre pas toutes les charges. C'est juste une sorte de subvention pour les aider. Non, il faut faire attention. Mais ça devrait couvrir toutes les charges. Il faut faire attention parce que je prends par exemple les grandes entreprises. Quand vous regardez les mesures qui ont été prises, il y a dans les mesures 70% des salaires des agents. Oui, tout à fait. Ce n'est pas, quand vous voyez l'évaluation qui a été faite, 70% n'est pas du tout. Parce que ce que le gouvernement est en train d'entrevoir, c'est qu'il faut éviter que les agents soient mis en chômage. Donc du coup, sur le chiffre d'affaires, il n'y aura pas cette partie qui sera supportée. Le gouvernement prend 70% de ça en charge. Mais n'aurait-il pas fallu que le gouvernement prenne 100%? Ça aurait été mieux pour l'entreprise. Puisque l'entreprise est déclarée, l'entreprise paie chaque année ses impôts et taxes, tout ça. Normalement, l'État pourrait prendre en charge 100%. Bien, ça veut dire que vous êtes en train de demander à l'État de se substituer aux entreprises. Ce qui n'est pas vraiment dans une économie qui veut bien fonctionner. C'est pas quand même... Alors, pour continuer toujours avec les différentes mesures prises par le gouvernement, abordons à présent un autre volet, celui de l'électricité et eau. Et ce volet, justement, crée polémique au sein de la population. Alors, que comprendre concrètement par les mesures fixées par le gouvernement dans ce domaine? Bien. Très bien, quand je parlais des entreprises tout à l'heure, je vous ai dit, on a parlé des salaires. Ouais. Il y a aussi certaines entreprises sur lesquelles le gouvernement a décidé de prendre en charge l'ensemble des frais d'électricité et d'eau. Et quelle est la particularité de ces entreprises-là? Non, ce sont les entreprises qui sont au premier plan, ont été touchées. OK. Tout ce qui concerne les restaurants, les agences de voyage, les hôtels, voilà. Donc, ce sont les structures qui sont vraiment au premier plan de cette pandémie qui ont été prises en charge, eau et électricité. Maintenant, dans le système de réforme de la SBE, il est prévu normalement à partir du mois de mars que les tarifs augmentent. Le gouvernement a demandé de geler ça sur la période mars à septembre. Et ça frappe tout le monde. Ça frappe l'ensemble de la population. Ça frappe nous aussi? Oui, ça frappe tout le monde. Puisque, donc, à moins que vous ne soyez pas abonné. Oui, mais... Voilà. Puisque les tarifs ne vont plus augmenter. Ils vont attendre que cette période que le gouvernement a décrétée passe. Oui, mais les tarifs n'augmentent pas, mais on continue de payer, non? Oui, vous allez payer. Puisque si on décrétait aujourd'hui qu'on laissait la SBE augmenter, le choc serait à partir du mois de mars. Oui, mais en même temps, mais ça me semble insignifiant. Parce que si je payais 5 000 francs, c'est une supposition, je payais 5 000 francs comme frais d'électricité, à partir de mars, s'il y a augmentation, je devrais peut-être payer 7 000. Alors je continue de payer mes 5 000 francs, je ne ressens pas une aide quelconque de l'État. Ça veut dire que vous êtes en train de faire une analyse que je peux appeler une analyse à court terme, ou une analyse du moment. Oui. Mais vous n'intégrez pas le choc que cela aurait été si on avait commencé par vous faire payer 7 francs à partir du mois de mars. Ça veut dire que sur votre salaire, vous allez augmenter de 2 francs ce que vous avez l'habitude de payer de votre poche. Vous imaginez. Et on dit, on ne vous prend plus les 2 francs là pendant 6 mois. Mais on ne me donne rien non plus. Mais dans le même temps, c'est que si vous aviez payé, c'est que la SBE prenait ses sous. Oui. Voilà. Donc on vous paye. Mais si on ne vous paye, on ne vous donne rien.
mais vous gagnez en électricité. Oui, déjà que l'augmentation avait été n'est pas tout à fait partagée. Il y a beaucoup de Béninois qui se plaignaient déjà de l'augmentation. Si ça arrivait, ça allait créer encore plus de problèmes. Voilà, c'est comme donc si quelque part, ce que le gouvernement fait, c'est très bien, puisque ça permet au moins, pour que sur cette période-là, de ne pas faire face à cette difficulté. Et la population est en même temps informée. Donc, ça prépare de façon psychologique la population à faire face. Mais justement, il se fait que lorsque le gouvernement annonçait son soutien face à la hausse du prix de l'électricité, il n'avait pas encore commencé, puisque ça devait commencer en mars. Oui. Mais à présent, vu la Covid-19, le gouvernement dit « Ok, je prends à hauteur, je crois, de 50% les charges. » Mais on n'arrive pas vraiment à faire le distinguo entre ce support du gouvernement annoncé plus tôt et ce support qui va être mis en œuvre actuellement. Ou est-ce que ce support qui va être mis en œuvre actuellement annule complètement ce qui avait été annoncé au départ? Je ne me rappelle pas quand est-ce que le gouvernement avait annoncé cette mesure avant avec les nouveaux tarifs. Avec les nouveaux tarifs. Avant la présentation. Avec les nouveaux tarifs. Avec les nouveaux tarifs. Bien sûr. Oui, non, ce que le ministre des Finances a essayé d'expliquer, je reviens là-dessus, c'est que il dit, c'était prévu qu'à partir de mars, les gens, les ménages connaissent l'augmentation des tarifs de la SBE. Alors, je ne vous coupe pas, mais oui. En mars, on a payé les factures d'électricité. Exactement. Mais vous avez la payé mesure a été prise en mai. En mai. Oui. Alors, ce qu'on a payé en mars, il y avait déjà augmentation ou pas? Non, l'augmentation n'est pas intervenue en mars. C'est justement ce qu'il a dit. Il n'y a pas eu d'augmentation. Ça veut dire même que l'apport qu'on est en train de faire à la population a même déjà commencé par en bénéficier. Puisque en fin mars, vous n'avez pas payé d'électricité au coût réel. Voilà. Ok. Et à part ça, de quoi d'autre le simple citoyen a bénéficié avec ces mesures sociales-là? Bien. De quoi d'autre le citoyen lambda a bénéficié? Par exemple, des factures solaires. Par exemple, on a pu constater que sur une période, il n'y a pas eu de facture. On s'inquiétait même. Oui. Pendant 2 mois, certains n'ont pas reçu leurs factures et subitement, les factures ont commencé à venir. Mais les factures ont commencé à venir, mais n'ont pas été augmentées aussi. Oui, voilà. Pas encore. Bon, en tout cas, les factures n'ont pas été augmentées. Ça veut dire que quelque part, le gouvernement est en train de gérer la situation pour que la population puisse bénéficier des impacts de... Mais il ne faut pas oublier aussi quelque chose. Il faut quand même que nous soyons en face de la réalité. Ce que le gouvernement utilise pour faire ses financements, c'est sur la base de quoi? Le gouvernement a reçu des dons. On paie nos impôts. Mais les dons pour le moment, c'est des annonces. Est-ce que les ressources sont déjà avec l'État? Est-ce que toutes les ressources sont déjà là? Non. Le gouvernement ne peut faire qu'avec les moyens qu'il a actuellement. Donc c'est en fonction des dons reçus? Non, ce n'est pas seulement en fonction des dons reçus, mais en fonction des ressources dont dispose l'État. Okay. Parce que la plupart de ces dons, quand vous regardez, est-ce qu'on a déjà le point? Parce que beaucoup de gens parlent. Les gens parlent. Il y a des annonces. Il y a un temps d'annonce, il y a un temps de mise en place de ces dons-là. Et le gouvernement ne va pas attendre nécessairement que ces dons-là arrivent avant de venir en aide à la population. Et donc, c'est ce que le gouvernement est en train de faire. Alors, tout ce qui se fait actuellement, c'est sur le budget national d'abord. Okay. Alors, dans certains pays de la sous-région, on a pu observer quand même que certains gouvernements ont carrément demandé à leur population de ne pas payer. L'État prend totalement en charge les frais d'électricité, les frais d'eau. Beaucoup de Béninois s'attendaient également à avoir. Est-ce que vous avez vraiment vu l'effectivité de cela? Bon, on n'est pas dans ces pays, donc voilà. On ne peut pas... Voilà. Je crois qu'il faut relativiser les choses. Il y a des sorties qu'il faut vraiment... il faudra peut-être investiguer avant de... Alors, pour poursuivre toujours, DG, parlons à présent des taxes sur le véhicule à moteur. Oui. Alors, les bénéficiaires de ces taxes
justement, ou du moins les bénéficiaires de la suspension des taxes, vu la période de Covid-19, seront essentiellement les personnes ayant des véhicules personnels? Non. OK. Il faut faire attention. J'ai dit tout à l'heure que les mesures concernent des structures qui ont été vraiment touchées. Très bien. Les taxes concernent les sociétés de transport qui, s'il n'y avait pas eu Covid, devraient normalement payer leur TVM. Mais avec les mesures qui ont été prises à partir du 30 mars, on a dit plus de transport. Donc du coup, ces structures ont été impactées directement. Avant cette mesure, certains avaient déjà payé. On dit pour ceux-là, on constitue un crédit pour l'année prochaine. Vous ne payez plus. Vous ne payez plus pour l'année prochaine. Mais ceux qui n'ont pas payé cette année, on dit on vous laisse ça. C'est ça. Ce n'est pas individuellement. Ce n'est pas pour nous. Donc c'est uniquement les taxis, minibus et Topa également, comme on appelle ici. Voilà. Les sociétés de transport. Oui, mais ceux qui sont organisés en société de transport. Oui, quand on dit société de transport, les Topa ne me semble pas des sociétés. Un particulier peut mettre son minibus en circulation pour faire l'aller-retour, il n'est pas concerné. Mais les Topa sont pris en charge dans une autre, sur la partie des transporteurs. En commun? Voilà. Okay. Non pas en commun, des autres transporteurs. Okay. Et ça, c'est le travail qui a été fait au niveau du ministère des Affaires sociales qui a permis de les récupérer. Ok. Eh bien, très bien, merci Monsieur Laurent Maounou-Roussa d'avoir accepté notre invitation. Huvaïus Balogun, je crois qu'on est mieux fixé à présent. Oui, on est très bien fixé. DG, vous avez quelque chose à ajouter? Non, rien de particulier, juste à inviter nos compatriotes à être un peu plus patients, et aussi à remercier le gouvernement pour ce pas qui a été fait. Parce que quand vous voulez évaluer les choses, moi en tant que statisticien, j'évalue les choses par rapport au produit intérieur brut des pays. Tout à fait. Et quand je le fais, une part de 74,12 milliards sur un PIB de 6 000, il faut faire attention. Oui. C'est quand même un effort très important. Et donc, il faut que la population puisse comprendre que c'est des efforts importants qui sont faits sur le budget national. Oui. Et il faudrait accompagner le chef de l'État. Et puis, il a dit, il n'a pas fini. Il y a d'autres mesures qui sont à venir. Oui. Donc, je crois qu'il faut que notre population soit assez tolérante, assez patient pour attendre et voir ce qui va arriver dans les jours qui viennent. Merci à vous, DG Laurent Maounou-Roussa, directeur général de l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique INSAE. Merci d'être passé sur ce plateau. Rodrigue Babagbeto, merci également d'avoir conduit. C'est un plaisir comme toujours, Huvaïus. Ce sera tout pour Week Echo de ce dimanche. Retrouvez l'émission en replay sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à dimanche prochain.